Bonjour, alors vous savez certainement que au niveau des prévisions de cycle économique et de l'anticipation des récessions, la courbe des taux est un excellent indicateur et que les inversions de courbe des taux sont utiles pour prévoir la quasi-totalité des récessions. Ça, je vais rien vous apprendre de particulier en disant ça. Dans cette vidéo, par contre, et en ce moment, j'ai un problème qui me tracasse un petit peu, c'est de savoir évidemment le timing du déclenchement de la récession avec un petit peu plus de précision, parce que l'indicateur de courbe des taux est assez large dans ses modalités d'utilisation. Il peut prévoir une récession à échéance de 3 mois, comme ça peut être à une échéance de 18 mois. Ce qu'on constate quand même en ce moment, c'est qu'on est dans une situation un petit peu de drôle de récession, on va dire, dans laquelle on a effectivement une récession manufacturière qui est plus ou moins bien établie en Europe, qui est aussi établie aux États-Unis, mais on a dans le même temps une bonne résistance pour l'instant de l'économie américaine. Ça, on ne va pas le cacher. Vous avez par exemple les prévisions de GDP Now au quatrième trimestre 2022 qui font état d'une croissance supérieure à 3% par an en rythme annualisé. On a les indicateurs ISM Service qui restent aussi à de bons niveaux. On a ici un niveau de 56 sur le dernier mois. Bon, si on regarde sur 25 ans, donc ça c'est sur le site Trading Economics, on voit qu'on est en plein dans la moyenne de la fourchette d'évolution des 25 dernières années et que ça n'est pas, par exemple, ce qu'on avait en 2008, où on était déjà proche de la barre des 50 au premier semestre 2008 et qu'on est tombé nettement en dessous par la suite. Donc pour l'instant, on a une économie américaine, on va dire, qui résiste quand même plus ou moins bien. Et dans le même temps, on a ce signal de forte inversion de la courbe des taux qui laisse au contraire prévoir une forte dégradation de la situation. Alors si on regarde finement les choses, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux régimes avec cette courbe des taux. On a le régime on va dire des récessions récentes, notamment 2000 et 2008, dans laquelle il y avait un décalage certain entre l'inversion de la courbe des taux et le déclenchement de la récession. Alors vous pouvez par exemple regarder ce qui s'est passé sur la période, on va regarder 2008 pour commencer. Donc vous voyez que sur 2008, on a eu le pic, le maximum de l'inversion de la courbe des taux qui est intervenu fin 2006, début 2007 et qu'il a fallu attendre pratiquement un an pour voir la récession se déclencher. Et au niveau de l'indice là il s'agit du Wilshire 5000, donc l'indice Wilshire 5000, on avait là aussi un décalage important puisque le pic d'inversion, on a dû attendre pratiquement un an avant de voir l'indice Wilshire 5000 se retourner vraiment à la baisse, c'est-à-dire à partir de la fin 2007. Pour la période, donc pour les années 2000, pour la récession de 2000-2001, c'est un petit peu la même chose qui s'est produite. Alors, je vais fixer exactement la période sur le graphique. On a eu le pic d'inversion qui est intervenu à plusieurs reprises, en fait. Mais bon, on peut considérer que le pic principal intervient ici, au milieu à la fin de l'année 2000. Donc là, ça a été plus rapide. En fait, le retournement, le marché baissier s'est déclenché assez vite, on va dire dès la fin de l'année 2000 pour le Wilshire 5000, mais ça a été beaucoup moins vrai sur le Dow Jones qui a résisté au moins jusqu'au milieu de l'année 2001. C'est vraiment que après que l'ensemble des indices s'est retourné fortement à la baisse. Donc là, on a eu un signal qui a été mixte, on va dire. Donc ça, c'est des régimes qu'on va qualifier de déflationnistes, dans lesquels il y a un certain délai entre l'inversion de la courbe des taux et le déclenchement d'une récession. Dans les années 70-80, par contre, on avait des récessions qui se produisaient dans un régime franchement inflationniste. On avait des taux d'inflation à l'époque à plus de 10%. Et là, ce que vous constatez, j'ai ici par exemple la courbe pour le marché baissier de 1973, on a eu le pic d'inversion de la courbe des taux qui est intervenu ici en octobre 1973, en fait, donc à la fin de l'année 1973. Et vous voyez que là, le marché baissier a suivi immédiatement et qu'il avait même commencé en fait avant le pic d'inversion, puisque dès le début de l'année 1973, on commençait à voir ce marché baissier. Ça a été vrai aussi sur le marché baissier de 1982. On a eu un pic d'inversion
ici donc à la fin de l'année 80 et on a eu le sommet du marché quasiment au même moment et derrière ça s'est mis à baisser. Donc quand on est en régime de forte inflation en fait, ce qu'on peut remarquer c'est que les marchés baissiers suivent quasiment immédiatement le pic d'inversion, voire même peuvent se produire un petit peu avant. C'est ce qui se passe pour le moment apparemment dans le marché baissier actuel. On est sans doute en ce moment sur, là vous avez cette courbe, en fait ce sont les taux à 10 ans moins les taux à 1 an. On peut estimer qu'en ce moment on est au pic d'inversion, que les taux à 1 an ont atteint leur point culminant, qui vont probablement baisser ensuite parce que le marché va anticiper une baisse de taux de la Fed et que ça se produit à peu près une échéance d'1 an. Donc si on estime qu'on est au pic d'inversion actuellement, on voit que le marché baissier a commencé de façon douce depuis le début de l'année 2022, qu'on est en ce moment dans un rebond un petit peu plus long, que ça ressemble pas mal en fait à ce qu'on a observé sur 1973. Donc en 1973, je vais retrouver la courbe, essayer de retrouver la courbe rapidement. Donc vous avez ici une courbe du marché baissier de 1973. On était passé de 120 à moins de 65 en l'espace d'un petit peu plus d'1 an et demi en fait sur l'indice SP500. Donc c'était quand même un gros marché baissier avec en plus une forte inflation. Donc en monnaie constante, on a dû baisser de 50% à peu près à l'époque, hein, en l'espace d'1 an et demi. Ce marché baissier il s'est déroulé en deux phases en fait. Il y a eu une phase on va dire premier semestre 1973 jusqu'à l'automne en fait, où on a eu un marché baissier assez modeste. On a perdu une vingtaine de pourcents sur le SP500. Ensuite, on a eu un rebond long qui ressemble pas mal au rebond long qu'on a en ce moment depuis l'été 2022 en fait. À partir de la fin de l'année donc 1973, les choses se sont dégradées plus fortement. Là, on était au pic d'inversion de la courbe des taux. Et ensuite, on a eu la récession proprement dite qui s'est installée avec des taux d'inflation qui étaient toujours en hausse à l'époque. Donc, c'est pas tout à fait comme maintenant où on anticipe une baisse des taux d'inflation sur l'année prochaine. Donc, à l'époque, on était passé de taux d'inflation de 3-4% jusqu'à plus de 10%. Et on avait eu donc cette récession et ce marché baissier associé bien marqué. Donc si vous regardez les taux d'inflation à l'époque, hein, vous voyez qu'en janvier 73, on part, donc début du marché baissier, on part à un niveau relativement bas d'inflation, 3,5%. On arrive donc au milieu de l'année 73 à 6%. Et ensuite, ça a continué à monter jusqu'en janvier 75 où on atteint 12% de taux d'inflation aux États-Unis. Donc toute la question maintenant, pour les mois qui viennent, je pense que le scénario du marché baissier en lui-même, pour moi, il ne fait aucun doute. Ça n'est pas la petite correction qu'on a eue depuis le début 2022 qui a ramené les valorisations des indices américains à des niveaux normaux. Vous voyez ici, c'est Lance Robert qui propose ce graphique, hein, qui vient du site isabelnet.com. Donc c'est le PER moyen sur 10 ans du marché américain. Donc PER, en fait on fait le rapport entre la valorisation actuelle et les bénéfices moyens sur 10 ans de l'indice SP500. On est clairement très très au-dessus des normales historiques. Vous voyez où on en est en ce moment. On a certes baissé un peu, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il faudrait au moins qu'on arrive là si c'est un marché baissier modéré ou qu'on vienne toucher ici le moins 1 écart type, donc la borne inférieure de l'enveloppe, si on a un marché baissier plus fort sur les années qui viennent. Donc le marché il devrait encore baisser, la récession ne s'est pas encore déclenchée aux États-Unis, donc on n'a pas encore eu le cœur de tendance, hein, il va arriver. La question est de savoir est-ce que ça va arriver tout de suite, c'est-à-dire dès le début de l'année prochaine, ou est-ce que ça va arriver dans 1 an avec entre les deux un intermède haussier qui pourrait se développer. Donc voilà la question que je me pose. Alors j'ai quelques éléments, j'ai pas de réponse immédiate, mais j'ai quand même des éléments de réponse à vous apporter.
Si on analyse d'autres indicateurs, alors ce qui se passe en ce moment, le gros de la croissance aux États-Unis, on peut trouver bizarre qu'ils aient encore de la croissance alors qu'on a une forte inflation, en théorie une dégradation du pouvoir d'achat à cause de cette inflation. Il est fait parce que les ménages américains sont en train de consommer à crédit. Vous avez ici les taux de croissance de la dette sur carte de crédit qui frisent les 20% par an. Et ce sont les plus hautes valeurs de l'indicateur, au moins depuis l'année 2009. Là, c'est un bug du graphique, c'est pas significatif. En réalité, il faudrait ramener cette courbe à ce niveau-là. Donc, on était en croissance négative à l'époque. Donc, pour l'instant, on a une flambée de la dette, donc des crédits à la consommation aux États-Unis qui leur permettent de surconsommer par rapport à leurs moyens réels. Ça semble plafonner. On voit ici qu'on a une figure de sommet qui se construit et que dans les mois qui viennent, ça risque de repartir à la baisse et à ce moment-là, on aurait un impact évidemment défavorable sur la consommation. Un autre indicateur, cette fois pour la zone euro, c'est de regarder la croissance de l'agrégat monétaire M1 en monnaie constante. Vous voyez qu'on est passé en zone fortement négative à moins 3,72%. La dernière fois que ça s'était produit, on était en juillet-août 2008, donc vraiment juste avant le déclenchement du cœur de récession de la crise financière de 2008. Donc là, ce sont des indicateurs qui militent quand même en faveur d'un déclenchement des hostilités rapides, en tout cas pas à échéance d'un an. Un autre indicateur que je vous ai déjà montré sont les conditions d'achat de biens durables aux États-Unis. Vous voyez qu'on a une très forte baisse de l'indicateur et que là aussi, à chaque fois qu'on a une très forte baisse de cet indicateur, même lorsqu'on était dans un régime non inflationniste comme ici, ça avait été associé pratiquement sans délai à une récession. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui milite en faveur d'un déclenchement rapide des hostilités. J'ai un article de Mike Shedlock aussi qui a étudié après combien de mois une récession, donc combien de mois après le pic sur la production industrielle, une récession se déclenche. On est probablement en ce moment sur un sommet, sur un pic de l'indice de la production industrielle américaine. On a la courbe qui s'aplatit, Mike Shedlock explique que ça commence à s'infléchir à la baisse, donc on est au pic. Et sur toutes les récessions, les dernières récessions, dans la majorité des cas, sauf en 2001 et 2020, mais 2020 c'était une récession un peu bizarre avec le Covid, dans tous les autres cas, donc l'indicateur avait donné le début de la récession quasiment sans délai, entre 1 et 3 mois. Donc là aussi, ça milite en faveur d'une entrée rapide en récession pour les États-Unis et l'Europe. Dernier indicateur dont je voulais vous parler, c'est la situation du marché de l'emploi américain. Alors on n'a pas encore évidemment de hausse du taux de chômage, mais il y a des indicateurs qui montrent une dégradation. Il y en a un en particulier qui est donc les nombres d'heures supplémentaires effectuées aux États-Unis. Cet indicateur, vous voyez, il fluctue selon les périodes entre 2 heures et 5 heures par semaine, un petit peu plus de 5 heures par semaine. À chaque fois qu'on a une situation d'inversion de la courbe des taux et que l'indicateur se retourne à la baisse, en général, on a très rapidement derrière une récession qui s'installe. Vous voyez, quand ça a commencé à baisser, le point haut pour 2000 avait été atteint en janvier-février 2000. Donc un an plus tard, on avait une baisse sensible et la récession avait suivi derrière. C'était valable aussi pour les récessions inflationnistes des années 70-80. Cette année, ce qu'on constate, c'est que le pic de l'indicateur, donc le pic d'heures supplémentaires, il a été réalisé en début d'année, donc janvier-février 2022. Maintenant, on a déjà bien baissé. On se retrouve en fait un petit peu comme dans les années 2000. On a vu un pic en janvier-février 2000 et on serait maintenant donc dans la situation dans laquelle on était en décembre 2000. Et là aussi, c'était juste avant le cœur du marché baissier de 2001-2002. Donc potentiellement, c'est un indicateur qui est en faveur d'un déclenchement assez rapide, en tout cas d'une reprise baissière assez rapide. Alors on a d'autres indicateurs encore qui montrent une dégradation forte. Vous avez ici l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Vous voyez l'ampleur de la baisse déjà réalisée.
qui place l'indicateur sensiblement au niveau où il était en 2008 par exemple. Donc là c'est un signal assez fort. Et ensuite, évidemment, on a le marché immobilier américain. Donc lui, il est impacté à fond par les hausses de taux, puisque les taux des emprunts hypothécaires flambent. Ça limite évidemment les capacités d'investissement des ménages. Et on a les ventes, aussi bien les ventes de logements existants que les ventes de logements neufs qui s'effondrent à un rythme rapide. On est revenu actuellement à, vous voyez, à ce niveau-là. C'est un niveau où on était aux États-Unis à peu près au début de l'année 2008, après une chute d'ampleur équivalente. Donc on a clairement une grosse dégradation. On a la même chose potentiellement qui va arriver sur les prix prochainement. On a d'abord le nombre de mois de stock de logements neufs à vendre qui augmente, c'est la courbe qui est ici. On en est à 9 mois actuellement, donc là il y a vraiment une dégradation. Et derrière, bon, les stocks s'accumulent, les stocks d'invendus s'accumulent. Ensuite, évidemment, les vendeurs sont obligés de baisser leurs prix et les prix baissent sensiblement. Donc sur 2023, on devrait vraiment avoir une grosse pression sur l'économie à cause de ce marché immobilier qui se dégrade à grande vitesse. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'indicateurs convergents qui militent en faveur d'un scénario baissier rapide. Je n'ai pas la réponse à vous apporter sur le fait que est-ce que ce scénario baissier va reprendre immédiatement ou qu'il y ait un délai de 3-4 mois, mais à mon avis, ça ne va pas dépasser 3-4 mois avant de voir les hostilités démarrer. Voilà ce qu'on peut dire. Si on regarde les indices eux-mêmes, l'indice SP500, bon, vous voyez qu'on est toujours bien inscrit dans le canal de tendance baissier sur le SP500. On a touché le haut du canal de tendance, on s'est retourné à la baisse récemment. Le scénario le plus probable pour moi, ça serait qu'on se retourne à la baisse dès maintenant ou bien dès le début de l'année prochaine. On peut peut-être retoucher une deuxième fois le haut du canal de tendance à l'occasion d'un petit rallye de Noël, mais à mon avis, ça ne va pas être durable. Donc ça, c'est le scénario le plus probable. Après, le scénario alternatif, ça serait qu'on fasse un petit supplément de marché haussier jusqu'au printemps, jusqu'ici, avant de repartir durablement à la baisse. Mais je ne crois pas du tout que dans tous les cas, que le marché baissier soit terminé, au moins aux États-Unis. Il y a d'autres pays pour lesquels on peut se poser raisonnablement et légitimement la question. Vous avez par exemple la Pologne, j'en ai déjà parlé. Donc vous voyez ici où on en est sur ce marché polonais. Je vais vous proposer un graphique beaucoup plus durable, sur une quinzaine d'années par exemple. Donc là c'est le tracker iShare des valeurs polonaises, donc qui est exprimé en dollars US. Lorsqu'on voit ce graphique, pour moi il y a clairement de grandes chances qu'un point bas très significatif ait été touché en octobre 2022 sur le marché polonais. On est vraiment en bas du canal de tendance de très long terme, on est sur des ratios de valorisation ultra bas, ultra pessimistes. Pour moi, avec quelques vicissitudes, on pourra avoir des rechutes si les marchés US et Europe entrent en récession, on pourra avoir des corrections temporaires, mais on devrait, sur le long terme, sur les années qui viennent, partir en marché haussier sur le marché polonais. Il y a même quelques quelques marchés européens pour lesquels on peut légitimement se poser la question. Vous avez le marché allemand, par exemple, le marché espagnol. Enfin, il y a un certain nombre de marchés d'Europe de l'Ouest sur lesquels je serais beaucoup moins tranché que sur les marchés américains. En fait, là, vraiment, sur les marchés américains, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils baissent. Vous regardez le marché allemand, on est quand même sur un point bas intermédiaire qu'on peut considérer comme assez significatif. Donc voilà ce que ça donne sur le long terme. Vous voyez que là, on est sur un point bas au moins de même nature que la crise du Covid ou que la crise de la zone euro sur 2011-2012. Là aussi, c'est tout à fait envisageable qu'on ait un cœur de marché baissier aux États-Unis qui provoque une rechute de cet indicateur ou un double bottom comme pour la crise de 2011-2012 en zone euro. Mais on pourrait être relativement proche d'un point bas sur ce marché allemand avec des ratios de valorisation qui ne sont pas si élevés que ça pour l'instant. Donc il y a pour moi quand même une différence entre les marchés américains, évidemment les marchés d'Europe de l'Est et certains marchés émergents, très très bons marchés, mais même certaines places européennes, où c'est assez incertain, mais en tout cas on peut se dire qu'il y a des opportunités d'investissement sur les small mid caps dès maintenant si on est sélectif.
Voilà pour ce point que je voulais faire avec vous. Un dernier petit graphique à vous proposer qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais dont je voulais vous parler quand même, qui est la situation des marchés immobiliers en Europe, de différents marchés immobiliers en Europe. Alors ça a été proposé par Andreas Steno-Larsen sur Twitter. Il a fait un graphique tout à fait intéressant, qui est issu aussi du site des recherches de Charles Gave. Donc on a deux choses. En abscisse ici, vous avez le taux d'endettement des ménages. Donc vous avez des pays très peu endettés comme la plupart des pays d'Europe de l'Est, Pologne, Lituanie, Hongrie, Slovénie, Europe de l'Est et pays baltes, donc ici. Jusqu'à des pays qui sont extrêmement endettés comme donc ici la Suède, le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc voilà, la France elle se situe à peu près au milieu. Et en ordonnée, vous avez l'exposition des ménages au taux variable. Donc il y a des pays qui sont qui empruntent presque uniquement à taux fixe. On a la France, on a l'Allemagne, la Belgique par exemple, qui ont une tradition de taux fixe. Et au contraire, des pays qui sont entièrement ou presque entièrement à taux variable, donc potentiellement plus exposés à un choc de taux. On a ici, vous avez la Pologne, vous avez l'Estonie, la Finlande et la Suède. Alors, après, l'impact d'une hausse de taux sur le marché immobilier sera d'autant plus grande que, d'une part, les ménages sont exposés au taux variable et d'autre part, qui sont fortement endettés. Donc, la pire des situations pour l'instant se trouve en Suède. Donc plus vous allez vers le coin supérieur droit du graphique, plus c'est dangereux, et plus vous vous rapprochez du coin inférieur gauche, évidemment, plus la situation du marché est solide. Donc on voit que la France et l'Allemagne ne sont pas si mal placés que ça dans ce graphique. Ça ne veut pas dire que les prix ne sont pas surévalués en ce moment, mais que s'il y a une crise immobilière en France, ça ne devrait pas avoir de conséquences dramatiques sur la solidité du système bancaire ou sur les ménages, tant qu'on parle du risque immobilier français. Des pays comme la Pologne sont très exposés au taux variable, donc potentiellement plus risqués, mais dans le même temps, ils ont un taux d'endettement tout à fait raisonnable. Donc même si les taux montent, vu que les ménages sont peu endettés, ça ne devrait pas non plus avoir de conséquences trop dramatiques là-bas. Donc voilà, vous avez ici ce graphique intéressant dont je voulais vous faire part avant de terminer cette vidéo.